Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde ainsi que les bénédictions de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs de notre TV, la télé au logo vert. Voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin 2026. Nous sommes en direct du studio bleu de notre TV. Dans le cadre de votre émission Grand Angle. Grand Angle, c'est votre émission qui vous accompagne chaque vendredi pour l'explication, le décryptage de l'actualité sur le plan politique, économique, social, culturel, géopolitique, géostratégique, voilà, j'en passe. Et sur le plan national comme sur le plan international. Alors aujourd'hui, nous avons choisi deux thématiques que nous avons en fait décidé de reconduire par rapport à ce qui a été fait la semaine dernière. Donc, dans le cadre de la suite donc de ces deux thématiques, nous allons donc aborder aujourd'hui donc la question sur la polygamie, problèmes et perspectives. Parce que la semaine dernière, on avait abordé donc l'histoire et l'évolution de ce phénomène. En deuxième partie de l'émission, nous allons aborder la thématique sur donc Ousmane Sonko et Diomaye Faye, la partie qui concerne la discorde, parce qu'on avait intitulé donc la thématique Ousmane Sonko et Diomaye Faye de la concorde à la discorde. Cette fois-ci, on va simplement poursuivre avec la partie Discord. Voilà. Et pour en parler, naturellement, nous avons nos deux invités, comme à chaque fois, qui nous accompagnent chaque vendredi dans le cadre de cette émission. À ma droite, nous avons M. Ngomo, Otep. Otep, et encore merci de me recevoir sur le plateau. Et pour les téléspectateurs, pour les internautes qui nous suivent, j'ai quelques rougeurs dans les yeux, donc je vais devoir ce soir parler avec les lunettes de soleil. Pardonnez-moi. D'accord, le message est reçu. Alors, à ma gauche, monsieur Nestor Obiang. Bonjour, monsieur Obiang. Bonjour, monsieur. J'espère que vous vous portez bien. J'essaie de bien me porter pour un homme de mon âge, c'est-à-dire que je veille beaucoup à ma santé. Mais au-delà de ma propre santé, ce que je voulais dire, pour attirer l'attention de nos téléspectateurs, c'est que très souvent, on nous a vu aborder des sujets politiques, des sujets de géopolitique. Aujourd'hui, nous abordons des phénomènes sociaux qui sont en latence dans notre pays, mais qui prennent le pas sur d'autres phénomènes sociaux que nous constatons. Et si on n'en parle pas, et si l'on s'en tient uniquement à la législation en vigueur, qui n'est qu'un copier-coller de la législation française, nous n'aurions pas fait notre travail. C'est celui d'apporter une connaissance en profondeur qui peut même aider ceux qui ont rédigé le code civil nouveau à mieux regarder la question sur le mariage, sur les différents régimes matrimoniaux et peut-être trouver dans l'essence de nos civilisations ce qui leur a manqué pour que les effets du mariage soient fiables, quel que soit le régime matrimonial. Très bien. C'est la raison pour laquelle nous insistons 2 semaines de suite sur ce sujet-là, parce que nous sommes tous impactés. Exactement. Voilà, bon, il faut dire que concernant donc la première thématique, celle que nous allons donc embrayer maintenant, relative donc à la polygamie, problèmes et perspectives. La semaine dernière, on avait fait ressortir donc l'aspect historique et l'évolution donc du phénomène, et nous avons ici démontré que ce régime matrimonial était déjà donc mentionné dans les textes les plus anciens qui datent du 3e millénaire avant notre ère sur le continent africain. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les conséquences, donc c'est-à-dire les problèmes qui sont liés à la pratique donc de ce fait donc matrimonial, et surtout les perspectives, non seulement au niveau africain, mais surtout au niveau national, local, donc au niveau du Gabon. Voilà, donc on demande à la technique de lancer le premier élément vidéo. On se retrouve juste après. Robert Schoch et sa famille. À 50 ans, ce Sud-Africain a déjà 6 femmes. Ils vivent tous ensemble dans sa maison d'Orange Farm, près de Johannesburg. Et qui dit femme dit aussi enfant. Il en a 26. Le plus jeune a seulement 10 semaines, le plus âgé a 28 ans. Robert poursuit la tradition familiale. Son grand-père avait 7 épouses, son père 4. Son fils aîné en a déjà 2. Si je devais partir avec l'une d'entre elles, eh bien, les autres ressentiraient comme un manque. Nous mangeons dans la même marmite, nous vivons dans la même maison, avec les enfants, et nous rigolons tout le temps. Nous sommes heureux. Il n'y a vraiment pas de problème.
C'est grâce à une boutique et à une petite auberge que Robert entretient cette nombreuse famille. Chacune de ces femmes a sa propre chambre. C'est à tour de rôle qu'elles reçoivent ce mari qu'elles doivent partager. Dans ce ménage collectif et un peu chaotique, la jalousie n'a, semble-t-il, pas sa place. On est ici ensemble. On ne se dispute pas et c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais avoir ma sœur avec moi. La polygamie a longtemps fait partie de la culture africaine, mais cette pratique est aujourd'hui en déclin. Et pourtant, le sujet a été remis à l'ordre du jour par le président lui-même, Jacob Zuma. Ce dernier devait épouser une 4e femme ce week-end. Âgé de 70 ans, Zuma s'est attiré de nombreuses critiques. Seule concession faite à ses détracteurs, il s'est engagé à s'arrêter à 4 épouses. Voilà, vous avez regardé l'élément vidéo comme nous, voilà, qui présente un foyer polygame, d'accord, avec toutes les réalités qui sont les leurs. Alors, nous allons donc essayer de détailler un peu les réalités liées donc à cette pratique matrimoniale, à travers notamment les problèmes qui sont souvent cités et qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, je vais me tourner vers M. Ngomo. À ce niveau, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire un tableau des problèmes qui étaient plus ou moins répertoriés concernant la pratique de la polygamie en tant que fait matrimonial? Oui, bien sûr. Mais je voudrais d'abord faire l'observation suivante. Nous avons vu dans la première partie que pendant tout le temps où la polygynie s'est pratiquée dans l'Égypte antique et même dans l'Afrique pré-esclavagiste, on n'a pas connu de mouvement féministe qui se soit levé pour contester cette forme de vie matrimoniale, considérant que la femme était bafouée dans ses droits et qu'il fallait absolument abolir la polygamie pour établir la monogamie. L'histoire de l'Afrique ne consacre pas cela. Pourquoi? Parce que c'était encadré. Les problèmes aujourd'hui que nous constatons viennent du fait qu'il n'y a plus véritablement un arsenal juridique qui encadre la polygamie, la vie polygamique. Et du coup, des problèmes aujourd'hui se posent dans le continent qui pratique justement la polygynie. Et ces problèmes, de notre point de vue, sont de 5 ordres que je vais essayer de préciser maintenant. Je vous en prie. Le premier ordre, c'est d'abord le caractère lié à la précarisation économique des foyers. Je vais revenir en détail sur ce point. Il faut se lever. Déjà qu'il y a aujourd'hui une sorte d'incompatibilité entre le milieu urbain et le milieu rural qui lui était favorable à la polygamie à cause des bras dont on avait besoin pour l'agriculture. Mais j'aimerais avancer sur le deuxième type de problème. Aujourd'hui constaté, la violation des droits des femmes et l'inégalité de genre. Aujourd'hui, on considère qu'il y a une discrimination institutionnalisée, que les femmes qui vivent en polygamie, en fait, n'ont pas les mêmes droits que les hommes. C'est un point que l'on constate. Et justement, les féministes s'engouffrent dans cette brèche-là pour dénoncer la polygamie. Il y a, comme troisième point, les carences que l'on constate de plus en plus, les carences éducatives et la vulnérabilité des enfants. Il est clair que si un père a 25-30 enfants, a-t-il le temps de s'occuper de chacun d'eux? La question est posée. La question est posée. On peut entrer en détail. Il y a ensuite l'insécurité juridique et les conflits de succession. Combien de familles africaines vivent pendant 20 ans, 30 ans la douloureuse expérience de conclure la succession d'un polygame? Lorsque les familles se déchirent, que les enfants nés de lits différents s'affrontent. Voyez-vous? Surtout quand le polygame n'a pas pris le soin de bien préparer son départ. Et puis, il faut aussi le dire, en cinquième point, les questions de santé se posent, car lorsqu'un polygame a plusieurs femmes à la maison, et donc ne se protège pas nécessairement, et qu'en plus il cultive à l'extérieur plusieurs expériences extra-conjugales, on peut penser que les maladies sexuellement transmissibles risquent d'être de la partie.
Ils peuvent dégrader à la fois la santé physique de l'homme, même aussi des femmes. Bien sûr. Et là, on ne parle même pas de santé mentale, parce qu'avoir à gérer plusieurs crises, cela augmente le stress. Et après, on est victime d'AVC. Donc, voilà les 5 types de problèmes que l'on peut répertorier aujourd'hui. Et moi, de mon point de vue, je vais m'arrêter là. Je considère que tous ces différents problèmes existent à cause du manque d'arsenal juridique pour encadrer de la façon la plus rigoureuse une vie matrimoniale qui exige de la part non seulement de l'homme, mais aussi des femmes, un certain comportement qui doit permettre l'harmonie. C'est possible, mais il faut avoir cette capacité-là. L'harmonie au sein donc de la relation conjugale que l'on entretient avec ses plusieurs épouses, mais aussi au sein des enfants qui sont nés de plusieurs moments et qui ne sont pas forcément portés à s'aimer tous les uns les autres. Donc, voyez-vous ? C'est peut-être aujourd'hui ce manque-là qui peut justifier tous ces problèmes que nous constatons. Alors que dans le passé, on a vu en Égypte antique que la polygamie était clairement encadrée juridiquement. Voilà ce que je peux dire pour planter le décor, s'agissant donc des problèmes que nous constatons en Afrique. Et on reviendra ensuite peut-être en détail sur le cas pratique du Gabon. Car il serait intéressant pour les Gabonais et les Gabonais de comprendre quel est le cas pratique. J'aurais quand même aimé que vous puissiez un peu détailler, parce que là vous avez parlé de donc, ces problèmes-là de manière ramassée, mais je pense qu'il est important pour que les téléspectateurs puissent savoir exactement de quoi on parle, pour que vous puissiez donc les édifier, donc de rentrer un peu dans le détail, parce que ces problèmes-là tels que vous les avez donc présentés, il y a à boire et à manger à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Voilà, j'aurais aimé que vous puissiez rentrer un peu dans le détail, faire ressortir les faits saillants pour qu'on puisse véritablement toucher du doigt pour ce qui concerne donc la réalité des problèmes que les gens vivent au quotidien. Prenons par exemple la précarisation économique des foyers. Très bien. Vous êtes aujourd'hui au Gabon, à Libreville, vous êtes un polygame. Il est clair que la charge que vous avez à assumer dans votre maison est multipliée par le nombre d'épouses que vous avez, comparativement à un monogame, n'est-ce pas? Ça va de soi. Voilà. Première chose. Et si vous n'avez pas assez de moyens, les enfants vont vivre dans une certaine précarité. Le deuxième point que l'on peut relever, j'ai dit, quand je présentais les éléments de façon générale, c'est le fait qu'en ville, il devient difficile d'assumer une polygamie harmonieuse, puisqu'on a davantage de charges à assumer, alors que quand on était au village, on avait besoin de bras. On avait besoin de bras. Donc il y a comme une sorte d'incompatibilité lorsque l'on veut transporter la polygamie du village en ville. C'est un inconvénient que l'on constate. Le troisième, c'est le frein à l'épargne. Quand vous avez autant d'enfants et autant de femmes, autant de charges, comment faites-vous pour épargner? Car l'épargne, c'est pour justement prévenir les éventuels risques qui pourraient survenir et pouvoir réagir avec efficacité et compétence. Et si tout l'argent finit dans les charges quotidiennes qui servent pour que la famille polygamique de 4 femmes et peut-être de 22 enfants survivent, vous comprenez que le jour où maintenant se pose un problème grave qui nécessite beaucoup d'argent, vous n'avez rien en caisse. Et donc ces différents problèmes-là participent de la précarisation économique des foyers polygamiques aujourd'hui en Afrique. Maintenant, il y a le deuxième point que j'ai soulevé, la violation des droits des femmes et l'inégalité des genres. Tout à l'heure, je vous ai dit que les féministes considèrent que les femmes sont discriminées et qu'il n'y a pas de raison de continuer à accepter un système où la femme est infériorisée parce qu'un homme pourrait valoir donc 2, 3, 4, 5, 6 femmes. La même chosifiée, disent-elles. Tout à fait. Or, au nom de l'égalité, un homme vaut une femme, et donc le système qui convient pour les féministes, c'est naturellement la monogamie. Donc, il y a ce point-là qu'il faut dire sur la violation des droits des femmes et les inégalités de genre. Le deuxième point, c'est justement que quand la femme vit dans un foyer polygamique, mais parfois elle ne s'assume pas financièrement, elle dépend de l'homme. Et donc si elle dépend de l'homme parce qu'elle n'a pas de revenus, elle est un peu sous sa tutelle. Exactement. Et donc l'homme peut en faire ce qu'il veut.
voire bafouer ses droits les plus élémentaires. Voyez-vous? C'est un deuxième point. Et puis, le dernier point, toujours dans la violation des droits de la femme, c'est que malgré le fait que l'homme soit polygame, il s'autorise quand même d'avoir des aventures. Des aventures qui sont parfaitement illégales. Un peu comme si la polygamie donnait à l'homme un droit d'infidélité permanent. C'est qui est quand même assez contradictoire, parce que voilà, si on en vient effectivement à avoir plusieurs épouses, je pense que c'est déjà dans un premier temps pour pouvoir essayer de contenir la libido, peut-être un peu trop nerveuse du mari. Donc quelqu'un qui a 4 femmes, il va encore chercher dehors, mais bon, finalement, à quoi ça rime finalement? Bah, écoutez, c'est ainsi que l'on constate les choses. Et je terminerai en disant que parfois, les hommes qui ont pourtant déjà des femmes à la maison, qui sont mariés à la monogamie, mais sont en fait de fiefs polygames parce qu'ils développent aussi des mariages coutumiers, qui eux ne sont pas enregistrés dans la loi. Ce que d'aucuns appellent la polygamie de tranchée. Exactement. Ouais. Et cela a comme conséquence de priver les droits des secondes épouses vis-à-vis de la première, qui elle est reconnue de manière parfaitement civile. Tant et si bien que lorsqu'il y a un décès, ben, généralement on ne reconnaît aucun droit aux femmes qui ont été mariées à la coutume, ni même à leurs enfants. On ne reconnaît que la femme qui a été mariée à l'état civil. Ouais. Voyez-vous? Donc, c'est autant d'éléments qui font dire aux femmes qui sont contre la polygamie qu'effectivement, ce système matrimonial est en violation des droits des femmes et qu'il faudrait l'abolir. C'est vraiment la position que les Occidentaux ont aujourd'hui, mais on n'est pas là pour parler des Occidentaux. On parle de ceux qui relaient cette option, cet argument, ces raisonnements, pour dire simplement que la monogamie serait mieux que la polygamie, même en Afrique, bien que la polygamie soit une pratique séculaire en Afrique. Alors, il y a ensuite, comme troisième problème, je l'ai soulevé, les carences éducatives et la vulnérabilité des enfants. Alors, je disais qu'un père qui a beaucoup d'enfants va accuser un déficit d'attention parentale, c'est clair. C'est vrai que chaque femme va s'occuper de ses enfants, mais le père n'a pas la possibilité d'avoir un regard sur l'ensemble. Donc, quelle éducation va-t-il donner à, on va dire, sa petite tribu? S'il n'a pas le temps d'éduquer tous ses enfants, ben les enfants auront l'éducation de leur maman. Et donc, on peut comprendre que plus tard, si le père vient disparaître, eh bien, les mamans, à travers les enfants, vont s'affronter, n'ayant pas la même éducation. Ensuite, il y a un autre point, toujours sur la carence éducative, c'est l'arbitrage budgétaire scolaire. Quand vous avez beaucoup d'enfants et que vous êtes face à des difficultés financières, comment faites-vous maintenant pour financer les études de tous vos enfants? Voyez-vous? Question pertinente. La question, elle est pertinente. Ben, parfois, ce qui se passe, c'est que on va privilégier certains enfants, voilà, et de préférence les garçons. Et ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations, naturellement, au sein des enfants, mais aussi au sein des femmes. Donc, regardons maintenant le quatrième problème. L'insécurité juridique et les conflits de succession. Dès l'instant où le polygame décède, généralement, la question du partage d'héritage se pose. Et s'il n'y a pas un testament, en bonne et due forme, et même parfois le testament peut être contesté, si le polygame ne l'a pas établi de façon équitable. Mais s'il n'y a pas de testament, nous entrons dans une guerre, cette fois-ci, de tranchées, entre les femmes et leurs enfants, pour essayer de s'approprier chacun la plus grosse part. Et je crois que c'est un phénomène que beaucoup de familles gabonaises connaissent aujourd'hui. C'est à déplorer, mais c'est une réalité, malheureusement. Et puis, il y a aussi, toujours au niveau de l'insécurité juridique, le défaut d'état civil de certains enfants qui sont nés, par exemple dans le cadre coutumier, dont on ne retrouve pas l'acte de naissance, qui atteste qu'effectivement, cet enfant appartient au défunt polygame, et donc à sa part, normalement, du gâteau à revendiquer. Et enfin, le dernier point, qui porte sur la santé, à la fois physique et mentale, nous renvoie
d'abord, à la détresse psychologique des coépouses. Une femme, lorsqu'elle est en situation de monogamie, se sent aimée par son mari. Elle a son mari pour elle toute seule. Donc elle peut l'aimer comme elle le veut. Mais lorsqu'elle se partage le mari, psychologiquement, les femmes ne sont pas à la même disposition d'esprit. Il y en a qui vivent une certaine détresse. Peut-être sont-elles méprisées parce qu'elles ne sont pas très cajolées par le mari, voyez-vous. Ce sont des problèmes qui créent des stress chez les femmes dans les foyers polygamiques. On a parfois l'impression qu'elles ne sont pas très heureuses, elles sont au bord de la dépression, l'ancienneté, à cause de tous les problèmes qu'elles peuvent connaître, et ont le sentiment de ne pas être là, à privilégier, à préférer. Il y a également l'épuisement de l'homme. Gérer une femme, c'est déjà pas simple. Alors, gérer 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, psychologiquement, c'est encore plus difficile. Donc, il y a des hommes qui, parfois, craquent, n'en peuvent plus, et souvent, parfois, font des accidents vasculaires cérébraux et se retrouvent diminués ou parfois même décèdent. Et puis, je l'ai dit, le risque sanitaire, c'est-à-dire qu'un homme qui est polygame, c'est un homme généralement qui aime les femmes, et parfois il ne se contente pas des femmes qu'il a au foyer, il veut encore d'autres, on les appelle les maîtresses, on les appelle les chisas, et parfois il ne se protège pas. C'est mon bureau. Et il ramène après des maladies, et ces maladies parfois impactent donc les femmes. Nécessairement. Combien de femmes aujourd'hui au Gabon peuvent témoigner sur la vie dissolue de leur mari qui les a amenés à contracter le VIH. C'est parce qu'on n'a pas ces études, on n'a pas ces témoignages, que ces différents problèmes passent sous cap, sous silence. Mais si demain on interroge les femmes, elles vous diront effectivement tous les torts que la polygamie fait aujourd'hui dans notre pays, à cause de l'inconscience de certains hommes qui ne pensent qu'à leur plaisir, sans regarder aux devoirs qui sont les leurs. Car, oui, vous avez le droit d'avoir plusieurs femmes, vous avez le droit d'avoir plusieurs familles. Vous avez aussi des devoirs. Des devoirs, tout à fait. Parfois, ces devoirs obligent que vous vous reteniez pour ce qui est de vos appétits sexuels. Donc, voilà ce que moi je pouvais dire, vraiment, s'agissant des problèmes en 5 catégories que nous rencontrons de plus en plus en Afrique, à cause de l'absence de législation, de l'absence d'encadrement juridique. D'accord. Alors, il faut juste préciser que ça, c'est par rapport à notre époque dans laquelle nous vivons actuellement. Alors, là, je vais me tourner vers M. Obiang. Là, on a abordé, donc, on va dire, la situation actuelle, donc, et les conséquences donc, de la polygamie sur le plan, on va dire, global. Mais qu'en est-il à l'échelle locale, nationale, gabonaise Mais avant de... Merci, M. Bouka. Avant de passer à l'échelle locale, il faut d'abord résumer tout ce que M. Privat vient de dire en le plaçant sous 3 angles. Il y a l'angle historique qu'il a rappelé la semaine dernière avec son évolution. Il y a l'angle sociologique. Mais plus grave, il y a la transposition, n'est-ce pas, des archétypes civilisationnels, culturels d'une autre culture ou des autres cultures chez nous en Afrique. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne des personnages hybrides, c'est-à-dire qui ne sont plus tout à fait des noirs dans leur tête, dans leur mentalité et dans leur manière de faire, qui ne sont pas des blancs non plus, mais qui font ce qu'on appelle un sécrétisme négatif de tout ce qui vient de l'extérieur. Je m'explique. Nous avons démontré comment le système polygamique est né, comment il a vécu et comment il a évolué. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la polygamie telle qu'elle est exercée dans nos pays ne s'appuie sur aucun élément de nos traditions. Parce que lorsque vous aviez un foyer polygame ou polygénique, comme il a dit, ça s'éduquait dans nos familles. Parfois, vos grands-parents et tout ça, vous dites, ah, écoute bien, tu veux prendre une deuxième femme, mais sache que voilà les devoirs, voilà les obligations que tu auras vis-à-vis de 2, 3 ou 4 ou 5 foyers. Et voici les choses qu'il faut éviter de faire. Et j'irai plus loin. Il y avait même, au niveau de certaines ethnies, des initiations spéciales pour celui qui devenait polygame. D'accord. Initiation à quoi? 1, à avoir un cœur un peu plus lourd, vous allez accepter la charge que vous avez vous-même décidé de porter sur vos épaules, de savoir pardonner, d'avoir le discernement
et ensuite de remplir les devoirs de votre charge, qu'il neige ou qu'il vente. Maintenant, avec la colonisation, tout ce que le christianisme, les religions nous ont apporté, tout ce que la société occidentale nous a apporté, pour nous montrer qu'ils étaient au-dessus de nous, alors qu'en réalité, ils ne sont pas plus au-dessus de nous, puisque nous connaissons bien que même si le christianisme a fait accepter le principe de la monogamie, mais beaucoup d'occidentaux ont des seconds. On pratique la polygamie. Pratiquent la polygamie de fait. Ouais. Ont des seconds, des troisièmes bureaux. Vous vous rappelez ce fameux président français qui a fait un enfant avec la femme de Bokassa. Vous vous rappelez d'autres qui entretiennent 1001 maîtresses. Donc, dire que nous avons, nous, le tort, nous, Africains, et particulièrement nous les Gabonais, de croire que tout ce qu'on nous raconte et qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas, est bon. Mais ce qui existe chez nous n'est pas bon. Alors, pour cela, j'aimerais d'abord féliciter le président Oligui Nguema d'avoir remis au bout du jour le respect de nos valeurs traditionnelles. C'est une démarche qui arrive un peu tardivement, mais qui est en train de produire ses effets parce que beaucoup d'entre nous sont en train de nous retrouver dans notre environnement, dans notre univers. En fait, nous sommes en train de redevenir des Gabonais, chacun dans son ethnie, dans sa culture. Parce que nous remettons au bout du jour des valeurs que nous avions oubliées. La deuxième chose maintenant, lorsque nous acceptons qu'on nous transpose des choses qui n'ont rien à voir avec nous, nous les Africains, nous sommes obligés parfois de dire non, ça on n'est pas d'accord. On peut enrichir. Nous l'avons dit la dernière fois, quand je regarde le code civil, je l'ai ici, c'est le tout dernier, parce qu'il faut que nos téléspectateurs nous suivent très bien. Je l'ai ici, c'est le tout dernier code Ça met civil. dans la caméra. Oui, oui. Voilà. S'ils peuvent. C'est le tout dernier. Mais quand nous le regardons, oui, on a mis la protection de la veuve et de l'orphelin, mais on n'a pas pris en compte tous les éléments objectifs qui devraient concourir à aplanir les contentieux issus du mariage. Simplement parce que nous avons fait un copier-coller, n'est-ce pas, du Code civil français. Nous nous disons ceci, nous ne sommes pas venus pour polémiquer, nous avons voulu démontrer, n'est-ce pas, les conséquences qui découlent de l'acceptation que nous faisons sans analyse préalable de cette polygamie. Mais nous disons attention, Privat l'a bien dit, il y a la précarisation économique des foyers, il y a le fardeau financier, il y a l'incompatibilité avec le milieu urbain, il y a le frein à l'épargne, il a cité tout ça. Ça veut donc dire quoi? Que nos anthropologues, nos sociologues, tous ceux qui, de près ou de loin, étudient les phénomènes sociaux en évolution dans un pays, ont là du blé à moudre. Ils ont là du blé à moudre. Nous, on fait cet effort par nos recherches et tout, mais nous leur donnons des éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer. D'accord. Pour faire de bonnes recherches et donc compléter notre code civil gabonais qui, dans beaucoup de ces aspects, n'a pas pris en compte la phénoménologie de tous ces problèmes issus justement du fait qu'on ait embrassé des choses sans les avoir bien compris. Bon, je voudrais terminer parce que moi, c'est un problème qui me préoccupe. Des effets liés, n'est-ce pas, au refus de comprendre. Parce qu'il faut d'abord comprendre un phénomène pour l'accepter. Vous avez aujourd'hui, dans notre pays, je ne sais pas si la loi a été abrogée, qui autorise que les femmes se marient entre elles et qui autorise que les hommes épousent d'autres hommes. Mais a-t-on étudié les phénomènes... Vous parlez là de la dépénalisation de l'homosexualité, Oui. c'est ça? A-t-on étudié de manière historique, sociologique, anthropologique, n'est-ce pas, ce qui entraîne ce type de phénomène dans les sociétés occidentales? Moi, j'en veux pour preuve. Regardez dans vos appareils, vous verrez dans les réseaux sociaux et tout. Je vois aujourd'hui des femmes qui demandent à aller en mariage. Des femmes qui veulent ceci, des femmes qui veulent cela. Ça veut dire que, puisqu'il a parlé de féminisme tout à l'heure, ça veut dire que les féministes ont sauté à côté. Le féminisme a existé d'abord à cause des droits civiques en Europe, mais après, au-delà des droits civiques, puisqu'ils les ont acquis, le droit de vote, le droit d'être député, sénateur, ou qu'est-ce que vous voulez, mais après, ça a dérivé comme toujours, c'est la nature humaine, ça a dérivé. Les rapports entre femmes, ça donne quoi? On ne peut pas avoir un enfant dont on ne peut pas assurer la continuité de l'espèce. Ça nous renvoie à ce que l'Occident chrétien, par exemple,
qui se targue d'être la fille aînée du christianisme, mais n'a rien compris au christianisme. Puisque nous avons dans la Bible la destruction de Sodome et Gomorrhe, elle est liée à quoi? À ce comportement déviant. Tout à fait. Donc nous, en les transposant chez nous, beaucoup d'entre nous se prétendent chrétiens ou ceci ou cela, mais ils n'ont pas bien lu la Bible. Parce que la Bible condamne ces pratiques. Mais puisque la Bible condamne ces pratiques, mais eux, quand vous regardez bien la manière dont ils pratiquent certaines choses, ils vont à l'encontre de tous les interdits reconnus de manière universelle. Ça veut dire que ils pratiquent ce qu'on appelle la négation du Tout-Puissant. Et lorsqu'on renie le Tout-Puissant, moi je suis un chrétien, on a un verset qui dit chez nous, tu ne prononceras jamais en vain le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites tout ce que vous voulez. Abrutissez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais attention. Le jour où Dieu dit, bon écoutez, il est temps pour vous de venir, pour que je vous juge, je vous soupèse dans ce qu'on appelle la justice. C'est dans le livre des morts égyptiens. Vous voyez? On pèse l'âme des morts avec une plume. Si vous êtes plus lourd que la plume, vous connaissez tout de suite le chemin que vous devez prendre. Et si vous êtes plus léger, vous avez des chances qu'on vous, disons qu'on pardonne certains de vos errements. D'accord. Alors, je voudrais revenir là. Vous avez brandi le code civil gabonais là. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de manière un peu précise, est-ce que dans ce code civil, il y a des dispositions qui font allusion clairement au régime de la polygamie? Et qu'est-ce qu'il, j'ai envie de dire, comment le présente-t-il? Quels sont les paramètres en fait qui sont définis? Il y a, naturellement dans le code civil, il y a des dispositions qui parlent de la polygamie, puisque le maire, lorsqu'il vous marie, il vous récite ces différents articles-là. Il y a les différents régimes matrimoniaux. Il y a le régime de la polygamie. Il y a le régime... Il est clairement cité dedans. Mais bien sûr. Bien. D'accord. Et lorsqu'on vous remet le carnet de mariage, vous verrez bien. Première épouse, deuxième épouse, troisième, quatrième épouse, on s'arrête à 4 au Gabon. Donc c'est une option matrimoniale officielle. C'est une option matrimoniale officielle. Très bien. Ce n'est pas récemment créé, ça existe dans le code civil. Maintenant, là où le code civil pêche, c'est de n'avoir pas traité les problèmes liés justement à cette forme d'union matrimoniale. D'accord. Parce que lorsqu'on accepte que quelqu'un ait 2, 3, 4 ou 5 femmes, il faut aussi légiférer sur les droits, les devoirs et les obligations réciproques. Mais on parle quand même, je pense qu'on parle quand même de la séparation des biens dans le cas des mariages polygamiques. C'est une option matrimoniale. Mariage avec séparation des biens. C'est comme vous avez le mariage réduit aux acquêts, et ainsi de suite. Ce sont des options. Mais le législateur gabonais n'a pas pris le temps d'examiner chaque option et aller jusqu'au bout en regardant les phénomènes d'ordre sociologique, les phénomènes liés aux enfants. Il a parlé des phénomènes liés à la succession, il a parlé d'autres phénomènes, mais il y en a d'autres, au plan financier, au plan... Bon, il faut que lorsqu'on légifère sur une situation qui est en rapport avec l'homme, l'état civil de l'homme, il faut qu'on regarde tous les aspects liés à sa vie sur Terre, jusqu'à sa mort, parce que les effets de la loi vont au-delà de la mort de l'individu, puisqu'on parle de succession. Donc nous, en analysant le phénomène, nous enrichissons le débat pour les législateurs qui, s'ils nous comprennent et s'ils nous suivent, peuvent se dire, ah tiens, mais ces gars-là sont allés chercher très loin. Effectivement, quand nous regardons notre code civil, tel ou tel aspect n'a pas été pris en compte. Donc là, l'aspect financier, oui, l'aspect des maladies, par exemple, sexuellement transmissibles, l'aspect de tel ou tel autre aspect, la scolarisation des enfants, et ainsi de suite. Ça n'a pas été pris en compte. Alors, donc, nous avons péché. Et comme nous avons péché, eux, ils nous donnent là la possibilité d'améliorer le code civil, qui est une loi qui sert pour tout le peuple gabonais. D'accord. Parce que ça a beau s'appeler code, parce que c'est un ensemble de lois qui traitent d'une matière, mais c'est d'abord une loi. N'est-ce pas, loi numéro 1572 portant code civil de la République gabonaise. Première partie, ainsi de suite. Et la nouvelle loi porte aussi un numéro. Ce sont des lois. Tous les codes sont des lois, avant tout. Très bien. Mais donc, on appelle ça en droit des codes parce que ça traite d'une matière. Exactement. Voilà. Donc, vous voyez, lorsque nous nous appuyons sur un phénomène social, parce qu'il est d'abord social, c'est pour appeler l'attention de nos dirigeants
d'appeler l'attention de ceux qui s'aventurent dans ces choses-là, en leur disant, même si la loi n'a pas tout à fait regardé les différents aspects, mais sachez que, telle qu'elle est aujourd'hui, la loi, les dispositions de cette loi, ça ne vous protège pas. Parce que vous êtes père de l'un, vous êtes père de l'autre. Mais si vous n'arrivez pas à assumer vos devoirs vis-à-vis de l'un, et que ce soit l'autre votre choix, mais la loi vous obligera à assumer vos responsabilités de la part de vos enfants, parce que vous en êtes le père, et selon la loi gabonaise, le père est le chef de la famille. D'accord. Alors là, je vois que vous êtes en train d'emboîter le pas à M. Ngomo quand il dit que la pratique de la polygamie au Gabon n'est pas vraiment encadrée par la loi. Est-ce qu'il s'agit bien de ça? Mais nous posons un problème parce qu'une pratique commence par être constatée. Vous voyez bien qu'elle a été dévoyée par rapport à ce qui se fait avant, disons à l'époque précoloniale. On avait des foyers polygamiques. Il y avait une sorte d'harmonie. Et on savait comment régler les palabres ou les contentieux utiles, n'est-ce pas, de ce type d'union matrimoniale. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux de type moderne. Ces tribunaux de type moderne ne fabriquent pas la loi. La loi, elle est fabriquée par le législatif et l'exécutif. Le législatif, c'est les députés, les sénateurs. Tous ne sont pas des juristes. D'accord. Donc, ils y mettent ce qu'ils peuvent comprendre et ce qui les arrange. Mais, il se trouve que... Influencé par d'autres choses qui d'ailleurs. Mais c'est du copier-coller. Bon. Voilà. Mais nos magistrats, malheureusement aussi, suivent la même route. Normalement, lorsqu'un magistrat constate une insuffisance dans la loi, il doit appeler l'attention de l'organisme chargé de remettre en question la loi et peut-être de la compléter. Qu'est-ce qui empêche un magistrat, un président du tribunal, de prendre une lettre, l'adresser à son ministre en disant « Ah, il m'est arrivé de juger les affaires de telle ou telle catégorie, mais je me rends compte qu'effectivement, il y a un vide juridique dans notre loi. Donc, monsieur le ministre, vous qui êtes là-bas, bon, écoutez d'abord un conseil des ministres, et ainsi de suite, et puis envoyez ça à l'Assemblée ou au Sénat pour l'examen. » D'accord. D'accord. Ils ont parfaitement le droit de le faire. Moi, j'ai vu ici, il faut qu'on parle de ce bouquin. Ce n'est pas une petite affaire. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de ce phénomène, surtout les enfants. Nous avons vu ici une cour constitutionnelle, par exemple, prendre des lois à la place du législateur. Mais pourquoi la même cour, devant un phénomène social qui prend de l'ampleur et qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui des familles monoparentales, n'est-ce pas, ne pourrait pas se saisir de ce problème. Ce n'est pas seulement de l'ordre des tribunaux civils ou des tribunaux d'instance. Même la Cour constitutionnelle pourrait se saisir de ce problème. Mais effectivement, ces messieurs ont débattu sur le problème de la polygamie. Ils ont évoqué les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le milieu urbain, dans le monde moderne, à cause des effets financiers, à cause de ceci ou cela. Mais effectivement, nous nous rendons compte que lorsque nous lisons notre propre code civil, il n'a pas intégré ces différents aspects. Parce que vous savez, M. Bouka, je vous le dis en toute franchise, moi j'ai été responsable de division juridique, la loi, ou les lois, ou le droit évolue dans une société. Il s'adapte. Et il pose donc des normes dès lors qu'il les a bien compris. Or, notre code civil, quand nous le regardons, n'a pas tenu compte de tout ce que nous évoquons. Donc, nous aidons le législateur, nous aidons nos magistrats à intégrer dans le code civil qui s'applique à nous tous. Moi, je suis marié. Hein. Ça veut dire que demain, si je commets une petite gaffe avec ma femme, c'est sur cette base-là qu'on va me juger. Parce qu'il y a le code civil et il y a un code de procédure civile. Très bien. Le code de procédure civile, c'est surtout fait pour les magistrats, pour voir dans quelles conditions le dossier est recevable ou pas recevable, si on peut ou on ne peut pas, et ainsi de suite. Mais le code, lui, il s'applique. D'accord. Parce que c'est à partir de ce qu'on va mettre là-dedans que la sanction, elle, va relever du code pénal. Très bien. Alors, merci donc pour toutes ces explications. Non, il y a plein de dispositions relatives au mariage, je vais embrayer là directement avec les perspectives. Parce que là, on a planté le décor, on a fait le diagnostic de ce qui ne va pas. Alors, je me tourne vers vous, M. Ngomo. Alors, que pouvez-vous nous dire s'agissant des perspectives par rapport à la pratique donc, de la polygamie au Gabon? Oui, les perspectives doivent absolument venir combler les lacunes que nous avons constatées et que nous constatons dans la manière dont les
couples, ou du moins les foyers polygamiques vivent dans notre pays. Il a dit, même s'il n'est pas entré dans les détails, avant 1972, il y avait en fait au Gabon un régime juridique hérité de la colonisation. Nous avions, pendant la colonisation, le régime des évolués, c'est-à-dire des Africains qui souhaitaient devenir français, qui sentaient être assimilés. On leur demandait donc de renoncer à leurs pratiques ancestrales, on leur demandait de renoncer à leur rite, et puis d'épouser naturellement la civilisation française, être bon chrétien, se marier à la monogamie. Donc à cette époque-là, un évolué ne pouvait pas être polygame, c'était interdit. Et puis il y avait le régime juridique des indigènes. Ceux-là, ils pouvaient continuer à jouer les barbares, ça ne dérangeait pas la colonisation. Et puis, il y a eu les indépendances. Et en 1960, ceux qui sont dans le code civil gabonais, copiés sur celui de la France, sont obligatoirement des monogames. Mais tout en étant monogames, ils développaient néanmoins des comportements de polygames. En 1972, l'État gabonais a donc décidé de légiférer sur l'officialisation du mariage polygamique au Gabon. Ce qui fait que notre option du régime à l'état civil se fait lorsque l'on se marie. On doit choisir le livret polygamique et on doit dire combien de femmes on compte épouser ou le livret monogamique. Voyez-vous? Mais il se trouve que les problèmes qu'il a soulevés surgissent lorsque il n'y a pas suffisamment d'articles qui réglementent la vie polygamique. Il y en a assez pour la vie monogamique. C'est normal, parce que le code civil vient de la France et en France, il n'existe que le régime monogamique. Exactement. Donc, nos juristes, nos législateurs n'ont pas suffisamment détaillé les règles qu'il faut respecter dans le cadre de la vie polygamique. Ce faisant, ce vide a permis donc aux hommes gabonais d'être à la fois la règle de droit, l'alpha et l'oméga dans la vie polygamique. Et ils ont privilégié leurs intérêts égoïstes, ils ont privilégié leurs appétits, négligeant leurs devoirs qui souvent sont très grands. Donc, des monogames à la petite semaine sont investis, d'accord, dangereusement dans le système polygamique et nous avons les résultats aujourd'hui. Nous avons des maîtresses qui sont là éternellement, qui attendent d'être mariées et qui ne sont pas mariées. Quand dans nos traditions, le mot maîtresse ne veut rien dire, c'est une réalité qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, les tchisa pullulent. Avant, on parlait du deuxième bureau, du troisième bureau. Ce sont autant de déviations qui tiennent du fait que les hommes gabonais, qui n'étaient pas qualifiés pour jouer ce rôle, d'accord, d'être un mari à plusieurs épouses, ont décidé néanmoins d'investir ce secteur et de produire les résultats de fameuse qualité que nous constatons, qui impactent la société au niveau des femmes, mais aussi bien au niveau des enfants, même parfois des petits-enfants. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Car devant cette superposition de cultures, la culture occidentale monogamique qui nous a été imposée et qui existe bien dans le code civil, et la culture traditionnelle africaine polygamique qui, elle, existe tout aussi bien, mais qui, malheureusement, n'est pas seulement légiférée. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut maintenant, justement, encadrer Exactement. de manière claire, de manière objective, de manière très précise, la vie polygamique. Alors, ces réformes qu'il faut mettre en place sont des réformes juridiques. Et le premier point que je vais soulever ici serait d'abord de conditionner la polygamie à la preuve de ressources, de capacités, pas seulement financières. Il faut en avoir les moyens. Il faut d'abord commencer à regarder, est-ce que la personne qui veut s'orienter dans le régime polygamique a sûrement le moyen financier pour subvenir aux besoins de toutes ces différentes familles, de tous ces différents lits. C'est un point important. Mais il faut ajouter à cela d'autres conditions. La condition biologique et psychologique. Ne vous aventurez pas, messieurs, à vouloir épouser 4 femmes et vous ne pourrez satisfaire qu'une seule. Donc, il faut aussi que biologiquement, il y ait des tests, des examens cliniques pour dire que non, monsieur, si vous avez le temps de prendre une 3e femme, vous n'avez pas physiquement la capacité. Il y aura des problèmes dans votre maison. Il faut qu'il accepte que oui, là, effectivement, je suis limité, je me contente de 2. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui n'est pas en capacité va néanmoins vouloir prendre 4 femmes, 5 femmes. Et bien entendu, à la maison, il aura peut-être des enfants qui ne sont pas les siens.
Mais bon, dans la tradition africaine, ça n'en dérange pas. Mais aujourd'hui, ça en dérange beaucoup. Il faut savoir quand même ce que l'on veut. Ouais. Donc, il y a des tests biologiques, mais il y a aussi des tests, des examens psychologiques. Vous voulez prendre une troisième femme? Vous pensez que vous avez, pas les épaules, vous avez pensé que vous avez la cabeza, la tête suffisamment forte pour soutenir les crises qu'il peut y avoir. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que il y a toute une série d'examens qu'il faut faire, biologiquement, psychologiquement, au futur polygame. Et à l'issue des examens, on lui dira, oui, tu es capable. Ou bien, non, tu n'es pas capable. Car il s'agit là de protéger aussi la société. En commençant à protéger les femmes et les enfants qui seront sous son empire. Voyez-vous? Donc, en plus de la solvabilité financière, il faut qu'il y ait la solvabilité physique, biologique et la solvabilité psychologique. Ensuite, nous poursuivons. Il faut un statut de la première épouse. Dans le code civil, on ne peut pas état de cela. Mais nous avons vu que dans l'Égypte antique, la première épouse avait un statut particulier. Pourquoi? Parce que c'est elle qui autorise à son mari de prendre une deuxième femme. Et puis surtout que la polygamie va nécessairement impacter sa vie. Tout à fait. Ouais. Et donc, il faut garantir sa sécurité psychologique, sa sécurité émotionnelle, sa sécurité financière et matérielle. C'est important. Il ne faut pas qu'elle soit déstabilisée par la nouvelle qui arrive. Donc, le statut de la première épouse doit être bien défini. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres règles cardinales qu'il faut peut-être regarder de près, discuter et ensuite peut-être les mettre comme articles dans le code, légiférer dessus. Quelles sont ces règles? D'abord, comment peut se présenter le consentement de la première épouse sans non-opposition lorsque le mari veut prendre une deuxième femme? Aujourd'hui, ça n'existe pas. La femme subit. Elle est là, elle dépend de son mari, ce dernier décide de prendre une deuxième femme, elle ne peut rien faire, elle ne dit rien. Non, il faut qu'on essaye de voir comment est-ce que la procédure qui permet à l'homme de prendre une seconde épouse se fasse avec la bénédiction de la première. Car si la première n'est pas dans une disposition d'esprit d'accepter la seconde, on va avoir le feu au foyer. Oui, mais encore que là, est-ce que vous pensez que c'est humainement possible qu'une femme accepte, surtout les femmes de notre époque qui n'ont pas été plus ou moins éduquées, effectivement, à accepter la pratique de la polygamie? Est-ce que vous pensez, attendez, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez que une femme de nos jours est capable de dire à son mari, oui, je suis d'accord pour que tu prennes une coépouse? Alors, au Gabon, cela est relativement difficile, il faut le dire, parce que chevauche à la fois la tradition ancienne qui permet aux hommes d'avoir plusieurs femmes, et à l'époque, on élevait les femmes à accepter cela. Et dans ce cas, la question que vous posez, normalement, trouve sa solution. La femme est prête à accepter que son mari prenne une deuxième épouse, une troisième épouse, puisqu'elle a été élevée dans cette culture-là. Mais il y a aussi aujourd'hui la culture chrétienne occidentale qui est venue par la colonisation et qui porte à recuser totalement la polygamie. Et aujourd'hui, nos femmes, qui sont de plus en plus chrétiennes, des églises de réveil surtout, qui sont cultivées, ben, elles sont portées à refuser. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Sénégalaises, qui, elles, acceptent volontiers, parce que la culture sénégalaise et la culture musulmane autorisent la polygamie, et là-bas, je suppose qu'il y a eu une législation sur la question. Donc, avant que mon frère ne prenne la parole, je voudrais terminer sur les autres règles qui me semblent être importantes. Allez-y rapidement. Il y a la règle d'appellation. D'accord. Parce que si nous voulons garantir une certaine harmonie, il faut quand même établir une petite verticalité respectueuse entre la première qui est là et la seconde qui arrive. Donc nous sommes pour que, dans le code civil, lorsqu'on épouse la seconde femme, elle doit appeler la première selon l'âge, soit maman, elle met le prénom, soit Ya, si c'est une grande sœur, elle met également le prénom. Donc Ya, par exemple Solange, ou bien maman Monique. Pourquoi? Parce que nous voulons justement qu'il y ait des rapports de respect et de courtoisie entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième. C'est important pour garder la paix, pour éviter la rivalité entre des personnes qui finalement s'estiment, même si elles partagent le même homme. J'appelle ça la règle d'appellation. Il y a également la règle d'équité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter sur le plan financier de la même manière la femme qui a plusieurs enfants, 4, 5, et puis celle qui n'a que 2. On comprend que l'argent, par exemple de la popote, sera plus important chez la femme qui a beaucoup plus d'enfants. Bien. Donc il y a une différence entre l'équité et l'égalité. L'équité, c'est de donner à chacun selon ce qu'il mérite, de manière proportionnelle. L'égalité, c'est de donner à chacun le même montant. Et là, ça ne peut pas aller. Parce qu'on donnera
par exemple, 100 000 francs de popote à une femme qui a 2 enfants et à une aussi qui a 6 enfants. C'est pas possible, ça ne passera pas. Ouais. Donc, il faut plutôt parler de règles d'équité. Il y a également la règle de non-préférence affichée, qu'il faut imposer à un polygame. Quel que soit ce que tu ressens dans ton cœur et auquel personne n'a accès, si tu veux être un polygame, apprends donc à ne pas afficher ta préférence. C'est un devoir de faire en sorte que la gestion familiale que tu assures dans ta maisonnée est une gestion qui est équitable et qui ne donne aucune préférence ni à une femme ni à un enfant. Sinon, tu crées déjà des sources de tension qui vont naître de la rivalité. Des frustrations. Pourquoi celui-là est préféré et pourquoi pas moi? Et puis, deux derniers points, l'amende conjugale. Parce que dans nos traditions, on paye l'amende conjugale. Votre femme vous a trompé, vous êtes un polygame, vous n'avez pas dit, bon, je divorce avec ma femme. Non, votre femme vous a trompé, on va chercher l'amant avec qui elle vous a trompé, et il paye l'amende. Vous trompez votre femme, c'est-à-dire que votre femme vous a trouvé avec une femme qui n'est pas une de vos épouses. C'est la possibilité. Elle peut porter plainte et demander que vous payez l'amende conjugale. Voyez-vous, ce sont ces aspects qu'il faut qu'on essaye de traiter pour que les gens apprennent à se maîtriser. Sinon, c'est leur poche qui sera touchée. Enfin, je pense que il faudra que, justement, nos psychologues, nos sociologues gabonais réfléchissent à la manière de suivre les couples, les foyers polygamiques. Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport trimestriel sur la vie d'un foyer polygamique. Il serait intéressant que chaque fin de trimestre, on vienne, le psychologue qui est chargé de suivre le couple polygamique en question, vienne et puis s'enquiert de la situation de la vie familiale polygamique auprès du mari, et puis de façon séparée auprès des épouses, et puis auprès des enfants. Et comme ça, si les choses se passent pour le mieux, ok, on félicite l'homme polygame, on lui dit de poursuivre dans cette voie-là. Mais si les choses se passent mal, on dit à ce monsieur, attention, il faut commencer à corriger tel problème de votre vivant, parce que sinon, on craint le pire quand vous ne serez plus là. Voyez-vous, c'est autant de règles comme ça que nous pouvons maintenant mettre dans le code, et on va demander à un foyer polygamique, homme, femme, de respecter cela. Si la personne ne se sent pas d'attaque, n'a pas les codes solides pour pouvoir respecter tous ces différents critères, il va donc lever le pied. Il dit, écoutez, finalement, je vais me contenter de la monogamie. Je termine en disant que c'est pas tout le monde qui était polygame. Hein. Dans un village, c'était à peu près peut-être pas la moitié. C'était le haut de la pyramide, le sommet de la pyramide. Quelques personnes seulement. Chez moi, à Missé-les-Bas, quand j'ai commencé, par la volonté de mon père, à aller passer les vacances au village, c'était chaque saison sèche, mais j'avais constaté que mon père était polygame, lui. Il avait déjà à l'époque 3 femmes. Il en a eu 4 vers la fin. Et puis après, il est redevenu monogame. Ça, c'est une autre histoire. J'imagine. Oui. Il était polygame. Hein. Son père, lui, qui s'appelait Nverkomo, père à son âme, était également polygame. Il avait, je crois, 3 ou 4 femmes. Il y avait Ngomabui, Thomas. C'était milliardaire de l'époque. Il vendait le café, cacao en Guinée équatoriale. Il était polygame. Il avait 12 femmes. Oh. 12 femmes, voilà. Ça en faisait 3. Voilà. Et puis, tous les autres hommes étaient monogames. Tous. Tous les autres frères de mon père, il en avait au moins une demi-douzaine, étaient monogames. Ouais. Donc, dans le village de Missé-les-Bas, quand moi j'ai commencé à fréquenter donc le terroir d'où mon père est né, eh bien, ils étaient à peu près sur une vingtaine ou une trentaine d'hommes, 2 ou 3 qui étaient simplement polygames. Donc, c'était des hommes puissants. C'était des hommes qui étaient préparés spirituellement à assumer des charges aussi difficiles. Ce n'était pas donné au premier venu. Or, aujourd'hui, voyez-vous, n'importe quel guidame estime qu'il a la capacité de gérer plusieurs femmes et parfois il le fait très mal, avec des conséquences que l'on connaît de plus en plus. Alors, monsieur Obiang, vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous ai senti assez chaud. Alors, non, réagir c'est trop dire, simplement faire quelques précisions. D'accord. C'est vrai que notre code civil, jusqu'à l'heure actuelle, est une pâle imitation du code civil français. Mais le législateur gabonais depuis 1960 a quand même essayé d'introduire quelques dispositions, mais ce sont des dispositions qui n'ont pas été abouties pour la simple raison que, en réalité, c'était pour couper la poire en deux. Vous trouverez que lorsque vous allez devant le maire, vous avez parlé, n'est-ce pas, du contrôle psychologique, mais on vous demande de faire les examens.
On vous demande le contrôle psychologique, on vous demande un certain nombre de choses. Ça, c'est le maire qui le fait. Mais regardez comment les choses ont été distribuées. Le maire marie les gens. Il est officier d'état civil. Mais lorsqu'il y a un contentieux qui est issu des mariages, quel que soit le régime matrimonial, ce n'est pas devant le maire que vous allez. C'est devant le juge. Bien. Pourquoi le législateur gabonais a trouvé nécessaire de scinder ces deux choses? C'est-à-dire, bon, le maire, toi, tu t'occupes uniquement du mariage, il y a de naissance, de décès et tout ça. Maintenant, quand il y a des problèmes, c'est là-bas au tribunal. Parce qu'on a voulu faire en sorte que, en fonction des problèmes que les magistrats vont rencontrer, la solution ou la non-solution à ces problèmes vienne enrichir le débat sur les modifications qu'il faut apporter à notre code civil. Je me rappelle lorsque j'étais étudiant qu'il y a eu une commission nationale qui avait été mise en place pour revoir justement les oublis de ce code civil. C'était avec un monsieur de Bitam qui était professeur à l'université, même été recteur. C'était lui le président de cette commission-là. Le nom me reviendra. Malheureusement, les choses ont évolué dans le sens de ce que nous appelons les comportements déviants. Pourquoi? Parce que nous avons malheureusement, et il faut le dire, dans notre pays, des peuples ou des cultures qui magnifient, qui ne chosifient pas la femme, mais qui magnifient la femme, au point que tout tourne autour de la femme chez ces peuples-là. C'est ce qui fait que ces femmes-là, constatant l'importance qu'elles ont dans leur milieu culturel, elles auront tendance, non pas à s'émanciper par l'intelligence, par la fonction, ou parce qu'elles ont des salaires, elles auront tendance à vouloir recréer un modèle qui date de Mathusalem, c'est-à-dire une femme, plusieurs époux, une femme ayant plusieurs bureaux. C'est le phénomène aujourd'hui que nous constatons pour les enfants qui n'ont pas d'acte d'état civil. C'est le phénomène que nous constatons aujourd'hui avec nos sœurs, qui, certaines, ont 4, 5, 6 gosses avec 6 pères différents. Pourquoi? Parce que c'est la libido, les exigences sexuelles qu'on met en avant. Et chez l'homme, et chez la femme, ça peut peut-être faire rire, mais vous savez, l'incontinence n'est pas le propre de certaines personnes. Hein. Bon, maintenant, avec les maladies ambiantes et tout, bon, certains d'entre nous ont juré de ne pas trop s'aventurer en essayant d'écraser, hein, n'est-ce pas, notre propre libido. Mais n'empêche que vous avez, dans certains peuples, la culture du sexe, la culture de la femme, la culture de la jouissance. Ad vitam aeternam. Il faut jouir à tout bout de champ. Il faut, voilà, la femme est un objet de culte. Et quand la femme a compris tout cela, elle a commencé à contourner les difficultés que la société lui impose vis-à-vis de l'homme. Elle s'est dit, tiens, si l'homme peut avoir 3, 4 ou 5 femmes, mais le jour où il n'est pas chez moi, je fais comment? Je dois dormir alors que ma libido réclame sa ration. Eh bien, je vais trouver le petit virago du coin qui lui viendra, n'est-ce pas, compenser ce manque d'affection. Et ces phénomènes, nous les retrouvons un peu partout. Parce que lorsque nous acceptons d'aider nos compatriotes à comprendre les phénomènes sociaux qui sont créés par des situations que nous n'avons pas très bien maîtrisées, mais nous devons leur montrer la problématique sous différents angles. Très bien. Pour que ceux qui peuvent apporter... Je vais prendre un exemple pour être tout à fait simple. Rapidement, Très rapidement. Nous avons 2 chambres du Parlement. Dans les 2 chambres du Parlement, vous avez une commission des affaires sociales. Ça existe dans notre Parlement. Pourquoi la commission des affaires sociales du Parlement n'a jamais appelé des personnes ressources pour aller en profondeur sur ces différentes questions? On peut s'interroger. Je laisse l'interrogation ouverte, chacun y répondra. Tout comme nous avons un ministère des Affaires sociales, nous avons un ministère de la Santé et de la population. Ce problème touche à la fois la santé et la population, c'est-à-dire nous les Gabonais, hommes ou femmes. Pourquoi
ces départements ministériels ne voient leur action que sur le plan sanitaire et non pas sur le plan d'une réflexion méthodique pour que les problèmes de santé publique liés justement à cette effervescence sexuelle soient atténués. Donc il y a là des responsabilités diverses et il faudrait qu'un jour ou l'autre, non pas faire des petites commissions comme j'en vois là, bon, parce qu'il y a un problème qui est en latence, bon oui on va créer une commission pour faire ceci. Non, il faut des gens qui y réfléchissent et qui vont remettre ces résultats-là aux législateurs en disant, bon écoutez, la loi vous autorise de faire des propositions de loi. Nous, on a réfléchi à votre place, intégrer ça dans le nouveau code civil. Très bien. Parce qu'on vous aide, puisque nous tous, nous sommes impactés. Il n'y a pas que les députés. Vous nous représentez, mais parfois vous avez d'autres soucis. Parfois nous savons aussi comment certaines lois passent. Donc nous, on vous a aidé à intégrer ça dans le nouveau code civil. Je crois que nous aurons fait œuvre utile. Exactement. Exactement. Alors, donc, c'était très important, les précisions que vous avez apportées là. Alors, ce qui nous permet de effectuer directement une transition avec la deuxième thématique en rapport avec l'actualité très très chaude du côté du Sénégal, qui concerne donc les deux leaders, les deux personnalités les plus charismatiques en ce moment du côté du Sénégal, donc à travers Monsieur Ousmane Sonko et Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Donc la semaine dernière déjà on avait évoqué les éléments de concorde qui avaient effectivement permis à ces deux figures politiques sénégalaises de s'unir, notamment dans le cadre professionnel, parce qu'il faut ici dire que ce sont des personnes qui sont des personnalités qui sont issues on va dire, qui ont travaillé dans le domaine des finances publiques, l'autre étant inspecteur des impôts et l'autre spécialiste donc financier, et mais également surtout le coup de génie qui a permis ou qui a emmené Ousmane Sonko à s'effacer au bénéfice de Bassirou Diomaye Faye pour le désigner candidat du PASTEF lors de la dernière élection présidentielle de 2024. Voilà, et remporté donc par ce dernier. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous intéresser à ce qui a amené la discorde entre les deux personnalités. Et là, on vous propose donc l'élément audiovisuel qui va suivre et on se retrouve juste après. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. C'est donc la fin d'un duo qui avait fait rêver une partie du Sénégal. Hier soir, le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et par conséquent à celles de l'ensemble du gouvernement sénégalais. Aucun successeur n'a été nommé pour l'instant. Depuis leur arrivée au pouvoir en avril 2024, les tensions entre les deux anciens compagnons de lutte n'avaient cessé de s'accumuler. Lou Bureau, Ndari Kaning Lopi et Emeline Lécuyer. Devant le domicile d'Ousmane Sonko, la foule afflue. À peine limogé de ses fonctions, l'ex-premier ministre rappelle déjà ce qui a toujours fait sa force. Un soutien populaire massif et une capacité de mobilisation intacte. C'est d'ailleurs à ses partisans qu'il tient d'abord à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Cœur Gorgui. Son limogeage par le président Bassirou Diomaye Faye, qui fut son allié, marque l'aboutissement de plusieurs mois de tensions, car les désaccords entre les deux hommes s'étalaient désormais au grand jour. Et pourtant, c'est bien leur tandem qui fut la clé de leur accession au sommet de l'État. Empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, Ousmane Sonko avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye pour le remplacer dans la course. Mais après la victoire acquise, l'exercice du pouvoir a rapidement révélé des fractures. Dès juillet 2025, Ousmane Sonko évoquait publiquement un problème d'autorité, poussant le président à afficher en réponse une posture d'unité. Certains disent que j'ai des divergences avec le Premier ministre. Non, comme l'a dit le Premier ministre, c'est mon ami et je n'ai aucun conflit avec lui. Je souhaite continuer à me concentrer sur ce que les Sénégalais attendent de nous. La calmie n'aura pas duré.
Les mois passant, les relations entre les deux hommes ont continué à s'envenimer. Quelques heures même avant son limogeage, Ousmane Sonko affichait encore une nouvelle fois et publiquement son désaccord sur le sujet du contrôle des fonds alloués à la présidence et à la primature. Était-ce la goutte de trop pour Diomaye Faye? Une chose est sûre, la fin du gouvernement Sonko marque l'entrée dans une ère d'instabilité politique. Car avec une Assemblée nationale largement dominée par les partisans de l'ancien Premier ministre, le risque d'un blocage institutionnel est désormais bien réel. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de Grand Angle donc, pour pouvoir discuter de cette thématique très importante en rapport avec l'actualité du côté du Sénégal. Voilà, vous avez regardé l'élément vidéo avec nous et là, je vais me tourner vers M. Ngomou. Alors, vous qui êtes quelqu'un qui vous intéressez particulièrement donc à ce qui se passe du côté du Sénégal, que pouvez-vous nous dire s'agissant en fait des éléments de discorde qui vont donc emmener aujourd'hui la cassure que nous observons entre ces deux personnalités, figures importantes de la scène politique sénégalaise? Il y a, avant la rupture, survenue le 22 mai 2026, il y a 3 temps qui marquent le chemin de la discorde. 3 temps. Le premier temps concerne d'abord le choc des tempéraments et la rivalité du leadership qui va désormais exister au sommet de l'exécutif. C'est le premier temps. Je viendrai en détail ensuite. Le deuxième temps concerne la divergence fondamentale qu'il va y avoir dans la gestion de dossiers importants, que sont d'une part l'économie, notamment la gestion de la dette, et d'autre part la justice. Comment traiter ceux qui ont fait du tort au Sénégal, d'accord, sous l'époque de Macky Sall. Bien, car il y a des plaintes qui ont été déposées, il fallait maintenant qu'on avance dans ce dossier, juridique et judiciaire. Et là aussi, il y a des éléments qu'il faudra apporter en précision. Le troisième temps, c'est l'ambition présidentielle pour 2029, qui semblait désormais s'inscrire en dehors du schéma qui avait été prévu lorsqu'en prison, Ousmane Sonko et Diomaye Faye s'étaient accordés. Voyez-vous? Et ce sont de mon point de vue, ces 3 temps-là qui ont rythmé le chemin de la discorde. Et finalement, nous avons eu l'apothéose avec la rupture qui s'est effectuée dans le document qu'on vient de visionner avec la lecture du communiqué qui limoge Ousmane Sonko. Alors, prenons d'abord le premier temps, le tempérament et puis la libéralité des leaderships. Ousmane Sonko, c'est vrai, est charismatique, c'est vrai, il est très fougueux, c'est la jeunesse, et c'est aussi la passion quand on est vraiment porté par un idéal. À l'inverse, Diomaye Faye, qui est la même génération, est beaucoup plus calme, beaucoup plus pondéré. Et c'est peut-être, de mon point de vue, ce feu et ce taux que Ousmane Sonko a voulu mettre ensemble en étant certain que l'eau n'allait pas devenir le feu. Et que même Premier ministre, il pourrait gérer la présidence. Ben, manifestement, là, il s'est trompé. Car autour de Diomaye Faye, il y a eu des personnes qui ont fait comprendre à Diomaye Faye qu'il était avant tout président. Et que c'est lui qui avait autorité sur Ousmane Sonko et pas l'inverse. Voyez-vous? Donc, constatant déjà là les premières ruptures qui vont s'opérer. D'accord. Rien que dans le comportement et le tempérament du président de la République sénégalaise et de son Premier ministre. Bien. C'est important à relever. Maintenant, quels étaient dans l'entourage du président Diomaye Faye les personnes qui ont milité pour exacerber cette volonté de s'émanciper, on va dire, de la tutelle du leadership d'Ousmane Sonko. Aujourd'hui, il est établi que sa deuxième ou sa première femme, je ne sais pas exactement, qui, elle, serait la petite sœur de la femme de Macky Sall. Donc il y a un lien entre l'actuel président et l'ancien président. Tout à fait. Ils auraient marié dans la même famille. Cette femme-là aurait certainement insisté pour que de plus en plus, Diomaye Faye se comporte en président. On dit qu'elle souhaitait avoir des fonds pour pouvoir monter sa fondation. Ça semble être une tradition de première dame, d'avoir des fondations.
et que sur la base des fonds de souveraineté, donc les fonds occultes, le président pouvait satisfaire à sa demande. On comprend pourquoi, sur cette question posée par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye n'a jamais répondu. De ce qu'on a pu comprendre, peut-être que Bassirou, le président, aurait dégagé quelques sommes d'argent pour donner à sa femme afin que cette dernière puisse monter sa fondation. Vous voyez, ce sont des éléments déjà de conflit, parce que ce n'était pas la logique au départ que les deux hommes avaient. Et puis on parle du sénateur Aminata Touré, qui a été très proche de Macky Sall, qui a fait comprendre au président Bassirou Diomaye Faye qu'il était, lui, le chef de l'État. Et qu'à ce titre-là, Ousmane Sonko n'avait pas à présider à sa place. C'est autant d'éléments qui ont commencé à agir. Et les anciens de Macky Sall, qui se sentaient menacés, et portés peut-être par Aminata Touré, se sont approchés progressivement de Diomaye Faye. Ouais. Et ont commencé donc à ouvrir la brèche, vraiment, qui commençait à se creuser entre le Premier ministre tout-puissant Ousmane Sonko et le président, qui pourtant doit tout à Sonko, qui s'était mis de côté pour que lui, enfin, qui avait été écarté pour que lui puisse être élu. Ensuite, il y a eu la guerre des coalitions. Ils avaient à la tête de la coalition de Diomaye Faye de 2024, ils avaient à la tête une personnalité du PASTEF. Et à un moment donné, le président Diomaye Faye a voulu mettre à la tête de cette coalition Madame Aminata Touré. En tout cas, une personne qui n'appartient pas au PASTEF. Il disait qu'il fallait élargir la coalition. Il y a eu une guerre des coalitions. Et naturellement, ça n'a pas été du tout apprécié par Ousmane Sonko et puis les membres du PASTEF. Et déjà, à ce niveau-là, on commençait à avoir des pro-Sonko dans le PASTEF et les pro-Diomaye Faye au niveau de la diaspora. Ce phénomène commençait à se manifester et ce n'était pas du tout bon pour la dynamique unitaire que les deux hommes incarnaient au départ. Voilà pour, on va dire, la partie choc des tempéraments et rivalité de leadership. Et puis il y a maintenant la divergence fondamentale dans la gestion de la question de la dette et puis de la justice. Ousmane Sonko, dans une approche, on va dire, AES, c'est-à-dire de souveraineté, estimait qu'il n'était pas nécessaire de nous tourner vers les institutions internationales de Bretton Woods. Qu'on pouvait trouver d'autres manières, non seulement, de payer notre dette, mais également de relancer l'activité économique du pays. Ce n'était pas la position de Diomaye Faye qui, lui, voulait, de manière traditionnelle, traiter avec les valeurs de fonds classiques. Et donc là, déjà, il y avait eu une ligne de démarcation qui les a séparés. Donc on constate que un semble être sur la voie radicale qui avait été voulue par la jeunesse sénégalaise qui a voté pour Diomaye Faye, quand l'autre maintenant joue les modérés. Parce que estimant que les questions de pouvoir doivent se faire sans trop de brutalité. Ensuite, il y a l'ambition. Il y a l'ambition. Donc dès l'instant où cette césure s'opère entre les deux hommes, dès l'instant où cette confiance se dissipe, eh bien, chacun maintenant commence à envisager un destin différent. Le destin commun qui les a unis quand ils étaient en prison est en train donc de s'éclipser et apparaît maintenant deux destins avec une ambition de la part de Diomaye Faye d'être candidat à sa succession. Alors que, je termine là, alors qu'il avait été convenu que Sonko ne pourra pas être candidat, il ferait la passe décisive à Diomaye Sonko. Ce dernier, élu grâce à Sonko au premier tour, ferait donc un mandat de circonstances et ensuite laisserait Sonko être candidat pour 2029 et Sonko forcément serait élu, peut-être même pour 2 mandats. Et qui sait, Diomaye Faye aurait pu revenir par la suite, après les 2 mandats de Sonko. Donc en fait, Sonko aurait fait un premier mandat de Premier ministre et puis il aurait fait 2 mandats, s'il a par exemple été élu en 2029 et s'il fait du bon travail. Et quand il a fini, on va dire ces 3 mandats, Diomaye Faye aurait même pu être maintenant candidat au 3e mandat de Sonko pour faire lui après 2 mandats. Et le PASTEF aurait peut-être eu 25 ans de gestion du pays si ces 2 hommes s'étaient entendus comme Poutine et Medvedev. Malheureusement, il y a eu donc cette rupture et désormais, Ousmane Sonko se retrouve à la tête de l'Assemblée nationale, contrôlant l'ensemble du gouvernement, quand Diomaye Faye se retrouve président de l'exécutif avec maintenant la possibilité de mener une politique qui va devoir passer sous les fourches codines du PASTEF qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, Monsieur Obiang, on va en venir là. On a regardé l'élément vidéo tout à l'heure où le secrétaire général de la présidence donc, du Sénégal est venu lire le communiqué qui limogeait
Ousmane Sonko. Alors, on voit donc ici ce communiqué qui symbolise le caractère brutal de la rupture entre les deux hommes. Quelle appréciation faites-vous effectivement de cette rupture qui, à travers ce communiqué, effectivement, a révélé la rupture, mais vraiment de manière définitive entre les deux hommes? Alors, j'aimerais vous répondre, mais de manière très simple pour que nous puissions nous comprendre. En histoire, lorsque vous étudiez un phénomène ou un cas historique, il y a ce qu'on appelle les causes lointaines et les causes immédiates. La cause immédiate, c'est le limogeage de Sonko par le président Diomaye Faye. Mais Priva vient de rappeler les causes lointaines dont l'apothéose a été, n'est-ce pas, le limogeage. Il a rappelé tous les faits souterrains là et tout ça. Mais il faut aussi dire que, dès le départ, et là j'aimerais utiliser un proverbe que vous trouverez dans Machiavel, que vous trouverez dans d'autres bouquins, les promesses politiques n'y croient. Ne sont valables que pour ceux qui y croient. Vous savez, Sonko a voulu que le PASTEF arrive au pouvoir. Il ne faut pas confondre les choses. Il a voulu que le PASTEF arrive au pouvoir au Sénégal. Pour cela, la personne la plus idoine, selon lui, était son ami Diomaye Faye. Parce que tous les deux étaient déjà à la tête de ce parti politique-là. Maintenant, le PASTEF arrive au pouvoir. Diomaye passe président de la République. Il acquiert ce qu'on appelle les armoiries de la République. M. Bouka devient le grand maître des ordres nationaux. Il devient le président de la République, chef de l'État, avec toutes les prérogatives de puissance publique et constitutionnelle que la Constitution du Sénégal lui donne. L'autre est Premier ministre. Il le nomme Premier ministre en reconnaissance de ce que, si je suis là, c'est grâce à toi. Mais ne t'y trompe pas, mon frère, c'est moi, le chef de l'État. Et pour cela, j'ai l'arme fatale avec moi, j'ai la Constitution. Tu ne peux pas me contester au niveau constitutionnel. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien ces choses-là. Sur le plan constitutionnel, Sonko ne peut pas contester la décision de Diomaye Faye. Il agit constitutionnellement. La Constitution lui permet de nommer un Premier ministre et même tout le gouvernement, mais aussi de pouvoir les démettre. Ça, il n'y a rien à discuter là-dessus, c'est une disposition constitutionnelle. Maintenant, sur le plan politique, comme je l'avais expliqué la dernière fois, il y a des forces qui jouent. On a étudié l'un, on a étudié l'autre. L'un est un peu comme moi, c'est un lion. Mais nous, les lions, on n'ouvre pas nos griffes si on n'a pas de pouvoir. Donc, on n'est pas des animaux méchants. Bon, l'autre est beaucoup plus réservé. Mais attention, les hommes réservés sont comme les scorpions. Méfiez-vous de l'eau qui dort, comme on dit. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Eh bien, vous découvrez maintenant la nature humaine. L'autre accède au sommet de l'État et se rend compte des énormes possibilités que ce sommet-là lui donne. L'autre regrette d'avoir fait cette passe, mais il obtient ce qu'on appelle une demi-victoire. Je vais vous l'expliquer. Il obtient que le pays soit géré en réalité par qui? Par le PASTEF, son parti politique. PASTEF est majoritaire à l'Assemblée. L'actuel président est un ressortissant du PASTEF. Sonko lui-même est le patron du PASTEF. Nous nous retrouvons, comme il a dit tout à l'heure, dans une sorte de cohabitation paradoxale. Pas paradoxale parce qu'elle oppose deux contraires, elle est paradoxale parce que c'est au sein d'une même formation politique qu'on va avoir deux démarches tout à fait différentes. Effectivement. Parce que, non... C'est important de le mentionner. C'est assez spécial quand même. C'est un cas de figure politique qui fera école. Pour ceux qui étudient les sciences politiques et tout ça. Parce qu'on n'a jamais vu une cohabitation au sein d'une même majorité. Mais les Sénégalais, encore une fois, moi je vous le disais la dernière fois, que le Sénégal a été un pays envié parce qu'il nous a produit des intellectuels d'un autre niveau. Mais voilà encore un exemple. Ouais. Ils sont en train de démontrer à la face du monde que la cohabitation n'est pas seulement faite entre la majorité et l'opposition, qu'une cohabitation peut exister au sein des mêmes partis dès lors que les tenants de ce parti
regarde dans deux directions différentes. C'est ce qui existe aujourd'hui au Sénégal. Maintenant, allons-y un peu en profondeur. Sonko devient le patron de l'Assemblée nationale. Au Sénégal comme au Gabon, l'Assemblée nationale et l'exécutif ont concomitamment, n'est-ce pas, le pouvoir de légiférer. C'est-à-dire, le pouvoir exécutif par des projets de loi, l'Assemblée par des propositions de loi. Par des propositions de loi. Que va-t-il arriver? Sonko sait très bien qu'il n'a pas à tuer son parti parce que... Là, on rentre dans les perspectives déjà. Oui. Non. Là, c'est dans le cadre politique. Les perspectives vont arriver tout à l'heure. Je vous explique, c'est une démarche politique bien connue de ceux qui font de la politique. Allez-y. Diomaye n'est pas idiot. Regardez le premier discours qu'il a fait lorsqu'il prend la présidence de l'Assemblée. Il a dit, je ne viendrai pas détruire ce que nous avons bâti depuis si longtemps. Par contre, je serai très attentif à tout ce qui sera envoyé en examen à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai encore dans mon portable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va utiliser une arme que beaucoup de nos présidents de l'Assemblée nationale ici n'ont jamais utilisée. La motion de censure? Non, même pas la motion de censure. Dès que les lois viendront du gouvernement, sachant très bien que le PASTEF n'est pas au gouvernement, il va faire des contre-propositions. Et la loi le lui autorise, puisqu'il peut faire des propositions. Et si l'autre n'en tient pas compte, à qui s'adressera-t-il? Puisqu'il est le patron de la représentation populaire. Il s'adressera directement au peuple sénégalais. Ouais. Alors, vous voyez, il m'a envoyé ça, mais je lui ai dit non. On peut faire ça, ajoute ça pour que moi, je sois d'accord avec toi. Mais même ça, il n'a pas voulu. Bon, maintenant, vous, le peuple, décidez par vous-même. Ça s'appelle un référendum. L'Assemblée peut demander un référendum. Ouais. Attention, la politique, ce n'est pas une science. C'est un art que chacun pratique avec son talent. Il faut être excessivement intelligent. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les écoles. Il faut des hommes intelligents. Parfait. Donc, dans le cas de figure où nous sommes, l'un et l'autre ont des démarches qu'ils doivent assumer. Si jamais le PASTEF perd le pouvoir après ce mandat, parce que l'essentiel pour eux, et pour prouver qu'ils peuvent se dépasser, surmonter leurs antagonismes, c'est de faire en sorte que le PASTEF soit une force politique qui compte au Sénégal. Même si Diomaye échoue, même si Sonko n'est pas président, mais le PASTEF doit toujours exister pour qu'il ait une voix politique qui porte. Très bien. Je m'arrête là pour l'instant. Les perspectives, on va les regarder. Mais justement, les perspectives, on en vient avec M. Ngomo. Alors, là, au regard de la situation qui est désormais assumée, qui est désormais, donc, voilà, que pourrait-il se passer dans les mois et les années à venir au niveau du Sénégal en rapport avec la donne actuelle? Tout va dépendre vraiment de la dimension des deux personnalités aujourd'hui. D'accord. Qui sont en charge des affaires du Sénégal. C'est-à-dire le président Diomaye Faye et puis le Premier ministre devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Il peut y avoir une accalmie entre les deux hommes. Et cette accalmie les amène à travailler en bonne intelligence, comme il l'avait souhaité quand ils étaient en prison. Que Diomaye Faye, tout président de la République qu'il est désormais, comprennent que l'État sénégalais ayant une Assemblée nationale, il faut qu'il compose avec Ousmane Sonko, il faut qu'il compose avec le PASTEF. Et Ousmane Sonko a exprimé très clairement les priorités du PASTEF. Claire. Ces priorités vont vers le souverainisme économique, vont vers la question du chômage des jeunes, vont vers la situation sociale, voilà, et le paiement, la restitution de la dette. Mais sur la base de la vision souverainiste. C'est-à-dire que la question du FMI va se poser. Ça risque d'être une point de discorde entre les deux hommes. Ça, c'est la première approche. Donc, les deux s'engagent à respecter les promesses qu'ils ont faites à la jeunesse sénégalaise, qui les a publicitées parce qu'ils ont gagné au premier tour. Cela veut tout dire. Au Sénégal, ça faisait longtemps qu'un président avait gagné au premier tour. Bien. Voilà pour la première hypothèse de travail.
C'est l'hypothèse que nous souhaitons pour le Sénégal. Que finalement, les deux hommes redeviennent des bons pastéfiens, que Diomaye Faye s'écarte un peu de cette influence nocive qui lui a fait monter un peu la tête, monter le bourrichon, et que Ousmane Sonko ne jouit pas de sa position de président de l'Assemblée nationale pour bloquer la machine. L'autre hypothèse, la pire, blocage institutionnel. C'est le blocage institutionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Sonko et son frère Faye arrivent à des positions où il est difficile de travailler ensemble. Très difficile de travailler ensemble. Parce que ce que propose le président en projet de loi ne convient pas. Et comme a dit Nestor, il y a une contre-proposition en proposition de loi de la part de l'Assemblée nationale et nous avons un blocage. Quand il faut prendre une décision, ni le gouvernement ni l'exécutif ne sont en accord. Et là, le président n'aura pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut le faire à partir du mois de décembre. Pour l'instant, il ne le peut. Donc, s'il dissout l'Assemblée nationale, le président Diomaye Faye espère avoir élargi sa coalition entre quelques membres du PASTEF qu'il a quand même cooptés, notamment ceux qui étaient au gouvernement et qui ont décidé d'y rester. Et je pense qu'ils vont sortir du PASTEF, car il n'était pas question pour le PASTEF qu'il y ait des négociations individuelles, donc certainement qu'ils seront écartés donc, du PASTEF. Et puis, les hommes politiques qui viennent en fait de l'entourage de Aminata Touré, de l'entourage de l'ancien Macky Sall, donc l'ancien système. Donc c'est avec cette coalition-là que Diomaye Faye va espérer partir à l'élection législative pour battre le PASTEF. Moi je pense, et ce n'est qu'un avis personnel, qui n'est pas devin, je pense que la solution des solutions serait à nouveau un échec pour Diomaye Faye, car il est difficile aujourd'hui d'aller contre la volonté d'un peuple qui aujourd'hui est incarné par la personne d'Ousmane Sonko. Exactement, ouais. Ça on peut le voir. Donc il vaut mieux pour Diomaye Faye qu'il garde raison et qu'il s'affranchisse un peu des sirènes du pouvoir et qu'il essaie de comprendre que Sonko, son frère et lui avaient une mission et qu'ils doivent exécuter cette mission telle qu'ils l'ont prévu. D'accord, là c'était sur le plan politique. Alors sur le plan économique et social, là est-ce qu'il y a quelque chose à dire en termes de projection? Sur le plan économique et social, Sonko souhaite que la question de la vie chère soit réglée. Peut-être vont-ils bloquer les prix, peut-être comme au Gabon auront-ils des centrales d'achat, peut-être vont-ils mettre en place une mercuriale, je n'en sais trop rien, mais il faut surtout que le panier de la ménagère sous l'ère PASTEF ne soit pas aussi lourd que sous l'ère de Macky Sall. Alors pour ce qui est du plan social. Sur le plan social, c'est aussi la baisse du chômage, faire en sorte que l'activité économique reprenne. Donc, il faut régler la question donc, des investissements, donc la question donc, de la dette. Et ça veut dire certainement ne pas traiter avec le FMI, ne pas traiter avec la Banque mondiale. Voir comment est-ce que le pétrole et le gaz du Sénégal peuvent servir pour redonner une activité. Et dans cette activité, il va certainement créer de l'emploi. Si l'activité crée de l'emploi, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui pourront travailler. Et s'ils peuvent travailler au Sénégal, il n'est plus nécessaire qu'ils prennent des pirogues ou bien qu'ils prennent des bateaux pour se retrouver dans l'Atlantique ou bien dans la Méditerranée. Donc ça, effectivement, c'est aussi les ambitions que souhaite réaliser le président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas lui qui a l'exécutif. C'est Diomaye Faye, encore faut-il maintenant qu'ils s'entendent les deux pour le bonheur des jeunes Sénégalais qui les ont mis au pouvoir. Voilà ce que je peux rajouter s'agissant des aspects économiques et puis sociaux. D'accord. Alors, Monsieur Obiang, je viens vers vous. On va rapidement terminer avec cette thématique. Alors, là, on a, pour essayer d'expliquer l'attitude changeante du président Diomaye Faye, on a parlé donc des anciens barons qui étaient avec Macky Sall. Mais il n'y a pas que cela. Est-ce qu'au niveau international, par exemple, on n'a pas des forces qui sont intervenues pour effectivement amener Diomaye Faye à se démarquer du président Ousmane Sonko? Bien, commençons par le plan local sénégalais. On dit généralement que la nature a horreur du vide, M. Bouka. Et comme la nature a horreur du vide, tous ceux qui n'ont pas trouvé leur chance sous Macky Sall et qui commencent à désespérer de la démarche engagée par Diomaye Faye, que croyez-vous qu'ils vont faire?
Ils attendent. Ils attendent le moment opportun pour sortir des buissons et s'afficher. La deuxième chose que j'aimerais dire, je résume, la deuxième chose, c'est que Macky Sall, qui, vous le savez, avait déjà le dossier pétrole et gaz en main, puisqu'on a découvert du pétrole et du gaz, n'est-ce pas, au Sénégal. Et qu'il a refilé aux entreprises françaises, aux multinationales françaises. Justement, il a refilé aux entreprises françaises. Pourquoi? Parce que comme partout en Afrique, ce sont les entreprises françaises qui exportent, et puis vous avez des rétrocommissions, des commissions, et puis ça vous permet de faire votre politique. Qui ignore ça? Bien. Donc, il a refilé le dossier en même temps à Diomaye en disant, mon petit, c'est là où nous tous on puise. Si tu rates ça là, ton ami Sonko, lui, quand il viendra, ce n'est pas sûr que tu auras même un copain là-dedans. Donc, pendant que tu es là, ménage-nous la situation. Pourquoi? Parce que tous les anciens du baron du Sénégal se sont enrichis grâce à cet alignement inconditionnel sur tout ce que les Français viennent leur vendre comme illusion, comme fiction. J'en veux pour preuve, toi, ton pays, le Gabon. Savais-tu que lorsque les Français arrivent ici en 1843, n'est-ce pas, d'un point de relâche, ils ont créé un fort avant de devenir une colonie, le fort de Mal. Quels sont les gens qui les accompagnent? Les laptos sénégalais. L'histoire est là, les laptos sénégalais. Ça veut dire que les Sénégalais ont une longue histoire avec la France. La plupart des hommes politiques sénégalais sont inconditionnellement alignés à la France. Sonko a eu le courage de mettre au devant de la scène toutes ces incongruités parce qu'il se situe dans la branche révolutionnaire des nouvelles générations politiques. Mais ça, vous croyez que ça arrange tout le monde? Même au sein du PASTEF, vous croyez que ça arrange tout le monde? Mais la preuve, voilà, un du PASTEF, et pas des moindres, qui a pris une autre tangente. Ça veut dire tout simplement ceci. Il y a le problème du pétrole, il y a le problème des autres mines, parce qu'il n'y a pas que le pétrole et le gaz. On a découvert aussi d'autres indices miniers. D'ailleurs, Macky Sall connaît très bien le dossier, puisque c'est un ingénieur géologue. Bien. Et il y a eu d'autres. Mais le problème du FMI, pourquoi Sonko ne voulait pas aller au FMI pour renégocier ou échelonner la dette ou alors se réendetter? Parce qu'il y a trois possibilités. Négocier à nouveau la dette, donc aller emprunter à nouveau. Rééchelonner, non, c'est trop lourd, si vous pouvez m'étendre ça dans le temps. Ou alors, n'est-ce pas, carrément dire, bon, ben, écoutez, il faut qu'on revoie un peu cette histoire de la dette là. Parce que moi, ce n'est pas normal. Mon pays n'a pas grand-chose, mais comme on a pu se retrouver à ce niveau d'endettement, 119% du PIB, avec 13% de déficit budgétaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis quand même un inspecteur des finances. Il faut qu'on revoie ça point par point. On va faire le pointage comme le font les comptables. Bon, la première fois, nous sommes venus, on a pris ça. Mais comment on se retrouve avec ça là? Ça vient où? Ça, oui, mais là, de là, ben, on a vu que les taux d'intérêt ont augmenté et tout ça. Non, il faut qu'on revoie. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je suis Gabonais. Et en tant que Gabonais, nous avons des précédents. Donc nous connaissons très bien l'histoire avec le FMI. 1970, après l'OUA, on va vers le SMI. Ça nous a mis dans la situation où ça nous a mis. 1986, on repart vers le FMI. Ça nous a mis encore dans la situation où ça nous a mis. 1994, après la dévaluation, on repart vers le FMI. 2012, et c'est cette crise que nous traînons jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, dans le cas du Gabon, nous avons 4 précédents. Dans le cas du Sénégal, c'est presque identique. Sonko dit, non, moi, il faut qu'on sorte là. On peut trouver d'autres moyens. Surtout que maintenant, on est presque assuré d'une manne pétrolière et d'une manne gazière. Alors, dans ce cas, les contrats que Macky Sall a passés avec les Français, non, moi, je vais les élargir. Je supprime d'abord, je revois les contrats avec les Français. Ensuite, moi, je vais élargir pour que j'ai, si vous voulez, des partenariats diversifiés. Et à partir de là, cette manne-là peut me servir à résoudre un certain nombre de problèmes. Parce que moi, j'ai promis aux jeunes de leur trouver de l'emploi. Parler de la ménagère, comme vous l'avez dit, mais il y a d'autres problèmes d'ordre structurel, le logement, et ainsi de suite, l'amélioration du réseau routier avec les autres pays frontaliers.
une meilleure collaboration, parce que nous avons oublié cet aspect. Les pays de l'AES, par exemple, comme le Mali, le Burkina, ont des poches de sortie vers la mer, mais en passant par où? Soit la Mauritanie, soit le Sénégal, soit la Guinée-Conakry. Mais c'est beaucoup l'argent qui rentre par là, c'est des flux importants de marchandises et tout qui rentrent par là. Négliger cet aspect-là voudrait dire qu'on ne veut pas donner la possibilité à nos frères de l'AES d'avoir des produits importés et donc de pouvoir écouler leurs marchandises aussi. Donc il y a ces couloirs-là. Tous ces aspects mis ensemble font que Sonko, quand vous regardez bien, il a une démarche complètement différente de celle de Diomaye, qui est beaucoup plus modérée. Pourquoi? Parce que les autres lui disent, Diomaye, fais attention, l'enfant là, il parle tout le temps de justice. Si jamais il ouvre cette boîte de Pandore là, de tout cela, on va tous tomber. Voilà, on va tous tomber. Donc vous voyez, il y a différents éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais maintenant, sur le plan institutionnel, ce que Diomaye est en train de faire, c'est purement sur le plan institutionnel. Il sait que s'il dissout l'Assemblée, je veux terminer par là, s'il dissout l'Assemblée, mais rien ne lui garantit qu'il aura la majorité. Ça c'est clair. Ça, on regarde non, il ne faut pas aller tenter le diable. S'il dissout l'Assemblée, ce qui peut même arriver au Sénégal, c'est que tous les 165 sièges soient rasés par le Pastef. Ouais. En tout cas, le risque est grand. Le risque est grand. Alors, donc, il réfléchisse un peu autrement. Voilà. Alors, à côté, là, il a parlé de la France. À côté de la France, est-ce qu'il n'y a pas d'autres puissances sur le plan international qui s'intéressent de près ou de loin à ce qui se passe du côté du Sénégal? Rapidement, on va terminer. Oui, la France s'intéresse, naturellement, puisque le Sénégal est, entre guillemets, dans son précaré. Et donc, elle redoute la politique d'Ousmane Sonko. Voilà pourquoi elle est assez rassurée de savoir que Diomaye Faye tient encore pour l'instant la barque. Donc, elle est à l'affût. Mais il y a aussi les États-Unis qui regardent ça de très près. Ils veulent aussi marquer leur présence dans la région. Ils craignent surtout la montée du djihadisme. Et peut-être aussi... Voilà, nous parlons pour que les gens nous comprennent, sinon on peut entrer dans les détails. Car on sait tous que le djihadisme, en fait, ce sont des proxys des puissances occidentales qui veulent déstabiliser donc les régions africaines pour pouvoir installer donc leur base militaire. Les agences internationales, CIA, services secrets français et tout ça. Alors, et il y a à côté des États-Unis aussi, mais la Russie. La Russie qui n'entend plus céder un pas. D'accord, parce qu'elle gagne en influence économique, elle gagne en influence diplomatique, et en influence politique. Il y a également, donc en plus de la Russie, elle souhaiterait vraiment que le Sénégal se rapproche de l'AES. Ce serait ça. Comme ça, vraiment, le Sénégal devient un partenaire privilégié de la Russie et donc rompt avec le traditionnel partenariat français qui pour l'instant n'est pas gagnant-gagnant. Et puis il y a aussi la Turquie, qui est donc en embuscade et qui aimerait développer également son relationnel au niveau donc du Sahel, au niveau donc des pays émergents, mais véritablement émergents. Donc quand vous regardez, que ce soit la France, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie et même d'autres puissances, la question qui se pose au Sénégal est une question intéressante et qui suit de très près. Parce que si désormais c'est la stratégie de Sonko qui s'impose, c'est clair que Sonko va renforcer la politique de l'AES. Et là, c'est tout à l'avantage des BRICS, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et c'est ça au désavantage de ceux qui ont été les partenaires habituels et historiques du Sénégal, que sont le bloc occidentalo-atlantiste. Voilà ce que je peux dire par rapport aux différentes puissances. Alors, et là, ce sera votre mot de fin. C'est la dernière question que je vais poser avant de me tourner vers M. Obiang pour lui aussi avoir son mot de fin. Quel avenir à court terme pour le Sénégal dans ce contexte? Alors, d'abord, il y a, j'ai dit tantôt, le verdict soit de la rue, et là c'est Ousmane Sonko qui risque de le remporter, dans le cas où l'exécutif et puis le législatif ne s'entendent pas. Soit alors c'est le dialogue national et la participation intelligente des deux protagonistes pour que le Sénégal sorte véritablement de cette crise et embrasse donc le chemin de la croissance et du développement. Il faudra naturellement que la question du budget
question du budget soit traitée, parce que une nouvelle Assemblée nationale, c'est aussi pour valider un budget qui sera soumis par l'exécutif. Et déjà là, on saura si ces deux blocs du PASTEF, l'un à l'exécutif, même s'il s'arrange maintenant pour avoir une coalition des anciens du système Macky Sall, et l'autre à l'Assemblée nationale, d'accord, vont essayer de s'entendre pour le bien-être des Sénégalaises et des Sénégalais. Voilà comment moi je vois, d'une certaine manière, des perspectives à moyen long terme au Sénégal. Monsieur Obiang, quand on regarde un peu certains commentateurs donc, de l'actualité africaine et surtout sénégalaise, d'aucuns disent que si jamais la chienlit s'installe du côté du Sénégal, il pourrait y avoir ce qu'on appelle l'émergence d'un troisième larron, c'est-à-dire quelqu'un qui sortirait de nulle part pour venir arbitrer entre les deux et finalement s'imposer aux deux. Que pensez-vous de cela? C'est une hypothèse de raisonnement. C'est une hypothèse de raisonnement qui peut être plausible, qui peut ne pas être plausible. Parce que tout dépend maintenant de la manière dont les choses vont évoluer. Alors, moi, je voulais m'attarder sur deux notions. Rapidement. Que beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos peuples ne comprennent pas. Un déficit budgétaire, c'est lorsque l'État a fait des prévisions et qu'en fin d'année, il n'arrive pas à rentrer dans ses fonds. Donc, le budget est déficitaire. Exactement. Bien. Par contre, le déficit public, lui, il englobe et le déficit budgétaire et le déficit dans les administrations et les corps sous tutelle. C'est ce qu'on appelle un déficit public. Ça veut dire qu'il introduit les administrations, les ambassades, les collectivités locales et tout ce qui est sous tutelle de l'État. D'accord. Alors, entre déficit public et déficit budgétaire, il faut trouver le moyen de s'accorder. Le Sénégal aujourd'hui est en déficit public. Le déficit budgétaire ne viendrait que aggraver la situation. C'est pour ça que le président disait tout à l'heure, on attend voir le budget qui va être présenté par le nouveau gouvernement et comment l'Assemblée va le recueillir. Nous, ici, je me rappelle que nous avons discuté une fois du budget 2026 et nous avons trouvé que ce budget ne pouvait pas tenir la route parce qu'il manquait là-dedans la prise en compte des filets sociaux. J'espère que Diomaye, plutôt Sonko, qui défend justement la prise en compte des filets sociaux, sera très regardant sur le budget qui sera soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, les supputations des journalistes qui nous racontent les histoires au jour le jour, moi, je n'en tire pas tellement compte parce qu'ils oublient des aspects fondamentaux dans le fonctionnement d'un État. Vous voyez? Non, il y a le problème de la dette, il y a le déficit public, il y a le déficit budgétaire, il y a d'autres problèmes. Ça, ils n'en font pas État. Ils vous racontent au jour le jour, Sonko a dit ça, Diomaye a dit ça, l'autre a dit ça. Non, non, non. Il faut examiner sur le fond. Parce que le vrai politicien, lui, il s'appuie sur des arguments qui tiennent au pilier de fonctionnement de l'État. Il ne se contente pas de ce que les journalistes racontent au jour le jour. Voilà un peu ce que je peux dire. On regarde évoluer la situation. Espérons qu'ils prendront en compte notre proposition, comme nous l'avons fait ici, un dialogue national inclusif. Pourquoi pas? En tout cas, la porte reste ouverte. Donc, pour la suite, voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Grand Angle. C'était avec beaucoup de plaisir que nous vous avons entretenu cet après-midi, une fois de plus. Voilà, nous avons donc traité aujourd'hui donc de la suite par rapport à la question de la pratique de la polygamie en Afrique. Problèmes et perspectives, et ensuite nous avons terminé avec les éléments de discorde qui opposent Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye du côté du Sénégal. Voilà, nous vous remercions pour votre attention sans cesse renouvelée, et s'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour une prochaine édition avec plaisir. Inch'Allah.